à tous, je suis Marianne Bic, la fondatrice de Savio, et je suis très contente de vous accueillir ce soir pour un nouveau webinaire Savio autour de la question des devoirs de vacances. Ce soir, j'ai le plaisir d'avoir invité deux intervenantes spécialistes d'éducation, donc Clémentine Boissier qui est orthopédagogue à Lyon et Jeanne-Marie Mangin, institutrice avec plus de 20 ans d'expérience. Bonsoir à tous, je suis ravie de participer au webinaire consacré aux devoirs de vacances. Donc, je suis Clémentine Boissier, orthopédagogue à Lyon, et j'exerce ce métier en cabinet. L'orthopédagogue, qu'est-ce que c'est? C'est un peu un spécialiste des apprentissages. J'accompagne effectivement des enfants, des apprenants qui présentent des difficultés scolaires ou incluant les troubles des apprentissages. Et donc, mon travail va être de prévenir, d'évaluer, d'intervenir et de remédier sur les différentes difficultés que rencontre l'enfant ou l'apprenant, que ce soit aussi bien au niveau de son profil exécutif que de son profil pédagogique. Voilà. Et bonsoir à tous, je suis Jeanne-Marie Mangin, je suis professeure des écoles depuis bientôt 20 ans. J'ai rejoint l'aventure Savio, on peut dire quasiment dès le départ. Et au sein de Savio, je suis la responsable pédagogique, c'est-à-dire je suis la personne qui en charge des parcours et de vérifier que ces parcours pédagogiques soient bien conformes au programme d'éducation nationale. C'est aussi, je fais aussi le découpage en petites unités pédagogiques de ce très lourd programme. Et donc, je coordonne une équipe de rédactrices d'exercices pour que ces parcours puissent exister et être réalisés par les enfants. Voilà. Alors, ce soir, donc la question, c'est une question un peu d'actualité puisque les vacances approchent et les avis sont partagés. Il y a les parents qui souhaitent mettre à profit absolument les vacances pour faire travailler les enfants, d'autres qui prônent le repos et de ne pas sortir de cahiers. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, on va commencer par Clémentine. Clémentine, du coup, quel est ton avis en tant qu'orthopédagogue sur les devoirs de vacances? Alors, ce qui me semble important, c'est que les vacances soient effectivement un temps de repos, mais pas uniquement, c'est aussi un temps de divertissement, de rencontre, de partage, et qui laisse place à d'autres apprentissages, tels que, par exemple, des habiletés sociales, des apprentissages en lien avec des activités sportives, culturelles, artistiques, l'imaginaire même, et que finalement, tout peut être source d'apprentissage autre que scolaire pendant nos vacances. Ce qui est important, c'est de dire aussi que c'est donc un temps propice pour toutes ces raisons, aussi bien pour l'enfant que pour les parents. Et c'est un temps propice notamment pour l'autonomie, parce qu'on se rend compte que tout au long de l'année, finalement, nos enfants sont soumis à un cadre relativement contraignant qui laisse peu de place au temps libre. Et du coup, c'est vrai que les vacances peuvent être un temps utilisé pour permettre à l'enfant finalement de laisser un peu émerger une certaine prise d'initiative, d'activation et de prise de responsabilité au sein de la famille. Et ce qui semble aussi important, c'est du coup que le parent soit prêt aussi à lui laisser cette place-là et de ne pas faire tout à leur place.
pour permettre effectivement de faire émerger cette prise d'initiative. Donc ça, c'est un premier point, je dirais. Mais en ce qui concerne les apprentissages, ça va bien évidemment dépendre aussi du profil de l'enfant. Il me semble effectivement important, comme je viens de le dire, de laisser du temps libre. Cependant, on se rend quand même bien compte que la rentrée scolaire peut vraiment engendrer de grosses difficultés pour les enfants qui n'ont pas ouvert de livre ou de cahier de toutes les vacances, parce que ce temps de 2 mois de coupure peut être vraiment problématique en termes d'apprentissage. Donc, on peut vraiment conseiller les parents à prendre du temps justement pour revoir et consolider les apprentissages qui n'auraient pas été suffisamment consolidés pendant l'année, sachant que plus on va consolider ces apprentissages, plus les connexions neuronales vont se fortifier et donc vont permettre le stock de ces connaissances dans la mémoire à long terme. Donc, ces différentes activités d'apprentissage, elles peuvent se faire sous différentes modalités pour permettre aussi de varier un peu les plaisirs. Ça peut être des apprentissages en lien avec des jeux, mais en chantant, en dansant. Donc, c'est différentes modalités qu'on peut proposer, mais ce qui me semble aussi primordial, c'est de prendre ce temps-là pour faire le lien finalement entre les apprentissages qui sont effectués tout au long de l'année par nos enfants et finalement leur utilisation dans la vie concrète de tous les jours en vacances avec eux. Et cette idée de lien me permet effectivement m'amène donc à faire le lien entre apprentissage et neuroéducation. Donc la neuroéducation, c'est vraiment comprendre le cerveau pour mieux enseigner. Donc, pour vous parler de la neuroéducation, je vais m'appuyer sur les recherches qui ont été effectuées par Steve Masson. Steve Masson, c'est un professeur à l'Université de Québec à Montréal qui dirige aussi un laboratoire de recherche en neuroéducation. Et donc, Steve Masson nous dit que les neurones qui s'activent ensemble se connectent ensemble. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que lorsqu'on va installer une nouvelle connaissance dans son cerveau, au départ, notre cerveau, c'est un peu comme une friche, je dirais. Du coup, les chemins neuronaux, ils ne sont pas tracés. Donc, lorsqu'on va installer… Pardon Clémentine, c'est ce qui illustre cette image de la forêt vierge, en fait. Voilà, ça. Exactement, tout à fait. Donc, finalement, cette nouvelle connaissance qu'on va vouloir installer, pour pouvoir l'installer, on va la connecter à des connaissances antérieures. D'accord? Donc, on va créer ces liens neuronaux et plus on va les activer et les connecter ensemble, plus on va pouvoir développer ce réseau de neurones qui s'activent ensemble pour permettre aussi de consolider les apprentissages dans le cerveau de l'enfant. Voilà, alors Steve Masson, toujours pour continuer sur la neuroéducation, il nous propose 3 principes pédagogiques fondamentaux qui vont permettre de maintenir l'information dans la mémoire à long terme. Donc, ces 3 principes qu'on va retrouver, ça va être l'activation, l'espacement et l'état d'esprit. Donc, en ce qui concerne l'activation, ce qu'on peut dire, c'est que ce qui est nécessaire, c'est d'abord d'activer ces neurones qui sont liés à l'apprentissage visé de manière répétée. Voilà, mais c'est aussi entraîner à la récupération dans sa mémoire. Donc, entraîner nos enfants à aller récupérer, à faire l'effort d'aller récupérer dans sa mémoire à long terme les informations dont il va avoir besoin
pour traiter telle question, pour traiter tel exercice. Et puis, c'est aussi élaborer des explications. À partir du moment où l'enfant il est capable d'élaborer une explication sur une notion qu'il vient d'aborder, on peut dire qu'il a une certaine maîtrise de cette connaissance. Donc, voilà. Tu veux dire qu'il faut revenir sur certaines notions, faire redire aux enfants ce qu'ils ont compris, les faire reformuler eux-mêmes. Oui. Ça fait partie de l'activation des neurones, en fait. Tout à fait. Tout à fait. Et ça va permettre aussi à l'enfant qui a installé de manière erronée de corriger aussi ses chemins neuronaux. Ça va permettre de modifier, de corriger les erreurs éventuelles qui peuvent être faites tout au long de l'année. Voilà. Ensuite, le deuxième principe qui est proposé par Steve Masson, c'est le principe de l'espacement. Donc, pour en parler, je vais m'appuyer plus précisément sur la courbe de l'oubli et de la mémorisation, qui est une courbe d'Ebbinghaus. Donc, cette courbe, elle montre bien effectivement que lorsque l'enfant va acquérir une nouvelle connaissance, s'il ne réactive pas au fur et à mesure de la semaine, jour après jour, cette connaissance, on se rend compte qu'il va perdre une grande partie de l'information au bout de 7 jours, par exemple. Par contre, s'il est capable de réactiver, donc répéter de manière fragmentée un petit peu tous les jours ses connaissances, ça va lui permettre de maintenir cette connaissance dans son cerveau et du coup, de la faire basculer dans son stock de mémoire à long terme. Donc ça me semble vraiment important. Et donc, la courbe précise que sans répétition, nous oublions entre 50 et 80% au bout d'une journée et au bout d'un mois, moins 90%. Quelle que soit la qualité des enseignements de départ, en fait. Si on ne réactive pas, on perd. Oui. Mais de toute façon, même dans une classe, dans une heure de classe ou dans une semaine de classe, l'enseignant, il réactive en une journée, il réactive plusieurs fois. Dans la semaine, il réactive également. Donc, effectivement, ensuite, c'est à l'enfant de réactiver chez lui pour consolider ses connaissances et pour permettre de ne pas perdre toute l'information, surtout parce qu'en fait, ce qu'on ne dit pas, c'est que ça va lui demander beaucoup plus d'énergie, en fait, au bout de 7 jours, par exemple, s'il a une évaluation sur un chapitre, mettons, de l'histoire, ça va lui demander bien plus d'énergie de réactiver et de remonter jusqu'à 90 ou 100%, plutôt que d'avoir travaillé de manière répétée, d'avoir distribué son apprentissage de manière répétée sur plusieurs jours. Voilà. Donc ça, c'était pour le principe d'espacement. On va aussi parler du troisième principe qui est proposé et qui a été identifié par Steve Masson, c'est dans quel état d'esprit se trouve l'enfant. En fait, on peut identifier deux types d'états d'esprit. Donc, est-ce que votre enfant, il se trouve dans un état d'esprit dynamique où lui, il pense qu'en travaillant, il va pouvoir progresser, il va pouvoir s'améliorer? Et donc là, ça fait le lien aussi avec notre plasticité cérébrale, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une nouvelle connaissance s'installe dans notre cerveau, ça vient modifier l'architecture de nos cerveaux. Donc, on a un cerveau qui se modifie, qui est plastique. C'est pour ça qu'on parle de plasticité cérébrale. Et puis, il y a l'enfant qui va avoir un état d'esprit fixe et qui pense que lui, de toute façon, même s'il travaille, même s'il fournit un effort, ça ne changera rien. Il sera toujours mauvais en dictée, il sera toujours mauvais en mathématiques. Et cet état d'esprit-là, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut travailler parce que le succès, ça demande un effort
plus une stratégie et ça ne repose pas sur un talent. Donc, effectivement, pour réussir, il faut faire un effort et mettre en place les stratégies efficientes pour arriver effectivement à cette réussite. Voilà. Et Clémentine, tu penses que l'état d'esprit, ça peut se travailler pendant les vacances, justement? C'est quelque chose, on peut redonner confiance aux enfants ou... Oui, tout à fait. Ça peut se travailler pendant les vacances en disant justement, il faut révéler et mettre en avant les efforts que l'enfant fournit. Au lieu de lui dire, par exemple, ah mais t'es trop fort, ah mais t'as vraiment un don. Non, ben, pour arriver à ça, voilà par quelles étapes t'es passé. Et ça t'a demandé beaucoup d'efforts et je te félicite de ça. Voilà. Donc, effectivement, ça peut être effectivement pour le parent un temps pour échanger avec son enfant sur cet état d'esprit. Alors, pour en revenir plus particulièrement à Savio, je dirais que Savio va pouvoir répondre de manière pertinente aux besoins de l'enfant parce que c'est vraiment un outil qui est adapté au principe de réactivation, puisqu'il permet de manière ludique de rentrer dans les apprentissages, mais aussi de réactiver ces apprentissages et qui permet de valoriser et l'autonomie de l'enfant et sa motivation grâce au système de récompense. Donc, ça permet vraiment à l'enfant de s'activer, de maintenir son effort tout au long de la tâche et éventuellement tout au long du parcours pour pouvoir obtenir une récompense par la suite. Le dernier point qui me semble aussi important dans la qualité de l'outil Savio, c'est vraiment que c'est un parcours qui est respectueux du temps nécessaire à l'enfant pour avancer à son rythme dans le parcours. Voilà. Merci beaucoup pour ce retour positif. Je présenterai un peu plus comment est-ce qu'on peut utiliser Savio tout à l'heure. Avant ça, je vais donner la parole à Jeanne-Marie qui va passer de la théorie finalement aux idées concrètes pour consolider et réactiver les acquis pendant cette période de vacances. Jeanne-Marie, c'est à toi. Voilà, j'avais coupé mon son. Bonsoir. Oui, alors à partir en s'appuyant sur justement tout ce que vient d'évoquer Clémentine et tous les apports voilà, des neurosciences et de ce qu'on peut avoir comme outil aujourd'hui à notre disposition, je vais vous donner des idées concrètes en sachant que voilà, il y a quand même quelque chose à savoir, enfin, que tous les parents savent finalement, et c'est ce qui est souligné par Stanislas Dehaene, donc c'est que c'est quand même, le cerveau, c'est quand même voilà, ce dispositif incroyable qui permet d'apprendre à tout moment. Et donc, la curiosité est un des leviers, des premiers leviers qui va favoriser l'apprentissage. Et c'est pour ça que les vacances, avant tout, c'est un temps qui est privilégié pour tout ce qui est transversal. C'est-à-dire que durant les vacances, sans s'en rendre compte, on peut faire énormément de choses en famille et l'enfant peut faire aussi énormément de choses tout seul qui vont lui permettre d'activer justement tous ces chemins qui vont permettre de répondre au premier levier dont vous a parlé Clémentine, qui est l'activation. Et il y a beaucoup de choses à faire en famille. Comme voilà, des jeux de société, si on doit partir en voyage, si quelque chose est prévu, on peut le préparer ensemble, une sortie, on peut, quand on promène, quand on balade, quand on visite, c'est aussi des moments d'apprentissage.
Quand l'enfant va passer des moments tout seul, je vais vous expliquer aussi, je vais vous donner des idées qui vont permettre aussi de travailler tout ce qui est lecture et écriture. Et la toute première chose que je vais vous présenter, c'est justement le jeu, à travers les jeux de société qui vont pouvoir réunir et la famille et les amis, en sachant que voilà, jouer et surtout les jeux de société, ça permet de travailler toutes ces compétences-là. Alors, je vais vous présenter 4 jeux. Oui, pardon, Marianne. Oui, oui, non, je voulais dire, d'ailleurs, les enfants prennent très au sérieux les jeux de société. Ah oui, et puis On joue la sérieusement. règle, c'est la règle. Enfin, c'est pour avoir beaucoup aussi joué et avec mes enfants et en classe, les jeux de société enfin, c'est porteur. Je pense que c'est un des meilleurs supports pour entrer dans les apprentissages. Donc là, je vais vous proposer 4 jeux. Donc, qui tournent autour du français, puisqu'on parle essentiellement de ça avec Savio. Alors, le premier qui s'appelle Les Contes émerveillés, il est à partir de 5 ans et c'est un jeu, moi j'aime beaucoup, c'est ce qu'on appelle un jeu coopératif, c'est-à-dire que c'est on gagne ensemble ou on perd ensemble. C'est je trouve que c'est aussi un état d'esprit, ça travaille encore autre chose, ça travaille la coopération, la collaboration, aller demander de l'aide, devoir expliquer justement ces stratégies. On en revient à ce que disait Clémentine. Expliquer ces stratégies, c'est aussi travailler l'activation, enfin, c'est activer ses neurones. Donc, les contes émerveillés, le principe est très simple. Il y a un décor que l'on doit, dans une première phase de jeu, on met 15 personnages, alors qu'on choisit, hein, les uns après les autres, à tour de rôle, on choisit un personnage auquel on associe un élément de jeu. Alors, ça peut être le personnage, on va choisir par exemple la sirène, et puis il y a des petits jetons avec des caractéristiques, et on va associer par exemple un vélo à la petite sirène, et puis on va le retourner, ce vélo. La caractéristique, elle va être cachée, donc il va falloir aussi se souvenir de l'association de la caractéristique au personnage. Une fois que cette première phase de jeu où on a posé les personnages et associé une caractéristique, une fois que cette phase de jeu est terminée, la deuxième phase de jeu, c'est raconter une histoire. Donc, le premier joueur commence en disant « Il était une fois ». Alors, il peut décider de commencer par la sirène, mais il pourrait très bien choisir la licorne ou autre chose. Mais il est obligé, dans son histoire, d'associer la caractéristique. Donc, il va dire « Il était une fois une sirène qui voulait absolument apprendre à faire du vélo », ce qui est un peu compliqué pour une sirène. Et donc, pour pouvoir avoir des jambes, elle décide, elle cherche à tout prix une solution. Et là, il passe la main au deuxième joueur qui va devoir continuer l'histoire en utilisant un personnage du plateau et en se souvenant de la caractéristique qui est cachée. Et comme ça, l'histoire va se construire. Donc, c'est un jeu qui travaille la mémoire, le vocabulaire, le langage, évidemment la créativité. Il est coopératif dans le sens où, si on a oublié une des caractéristiques au 13e personnage, on a des chances d'avoir oublié la caractéristique du personnage. On peut demander de l'aide aux autres joueurs. Et voilà, le but du jeu, c'est d'arriver à la fin à avoir construit une histoire. Et dans la boîte de jeu, il y a un petit carnet sur lequel on peut, avec pas mal de feuilles, et pour chaque partie, on va écrire le titre de l'histoire, soit l'illustrer, soit faire un petit résumé. Donc, on peut aussi, si on le souhaite, avoir une phase écrite de notre histoire. Donc ça, c'était le premier. Le deuxième jeu, alors pour les plus grands, celui-là, il est à partir de 10 ans, c'est encore un jeu coopératif. Ce sont de magnifiques jeux, ce sont des jeux de cartes. Alors lui, il est plutôt facile à emporter en voyage, hein, parce que la boîte n'est pas très
n'est pas très, très grande. Ce sont des aquarelles. Les cartes sont toutes en aquarelle. Et ce jeu, en fait, c'est un jeu de cartes narratif, c'est-à-dire, par contre, ce sont les cartes qui vont vous raconter une histoire, mais vous avez le choix. C'est un peu comme, vous savez, les livres dont on est le héros, où il faut choisir. Mais là, on va le faire avec des cartes qui vont dessiner tout un plateau de jeu. Et il existe 5 mondes. Le dernier qui vient de sortir se passe dans le monde des Vikings. Et l'avantage aussi de ce jeu, c'est qu'il est fourni avec un petit livret documentaire, c'est-à-dire qu'avant de commencer l'aventure, on a quand même des faits historiques pour avoir des biais narratifs et des éléments pour avancer son histoire. Donc, c'est un très, très beau jeu qui là aussi, permet… alors, celui-là travaille énormément la stratégie et parce qu'il va falloir faire des choix à chaque fois en fonction de l'avancée de l'aventure. Donc, ce jeu travaille la stratégie et la lecture. Donc, vraiment pour les plus grands, hein. Mais ce sont de magnifiques jeux. Le troisième, très, très simple. À partir de 10 ans aussi, mais je pense que des enfants curieux et à l'aise avec la langue peuvent commencer bien plus tôt. C'est tout simple, il faut écrire des poèmes. Et donc le jeu, on lance 2 dés qui vont donner 2 rimes et un dé qui va imposer un thème. Les joueurs autour de la table doivent écrire un quatrain, donc 4 vers dont le thème et les rimes sont imposés. Et à l'issue quand les personnes, quand les poètes en herbe ont écrit leur quatrain, on lit ces quatrains. Et puis, le but du jeu, on marque des points en fonction de si j'ai été le seul à utiliser une rime particulière, un mot particulier, je vais gagner plus de points que si on a été 2 à utiliser le même mot. Et en plus, on a un bonus si l'ensemble de la table estime qu'on a fait le plus beau quatrain de la table. Ce jeu-là va développer, encore une fois, le langage, l'imagination, et cette fois, on est dans l'écriture. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans l'expression écrite. Donc, c'est pour ça… Alors, moi, je pense qu'à partir de 8 ans, on peut, hein, parce que les enfants sont très friands quand ils sont à l'aise. Ils peuvent commencer. Il est donné pour 10 ans, mais je pense qu'à partir de 8, on peut commencer. Et le petit conseil que j'aurais à vous donner, c'est un jeu. Et le but du jeu, c'est de faire un poème. On oublie les fautes d'orthographe. Les papas et les mamans. On est tenté parce que, par expérience, on va être tenté de corriger les fautes immédiatement et de ne voir que ça. Là, ce n'est pas le but. L'objectif, c'est que ça rime, qu'on écrive 4 lignes qui riment, qui répondent à un thème. Et on ne peut pas demander à un enfant qui est en plein apprentissage d'arriver à tout gérer en l'espace de 3 minutes ou de 2 minutes. On ne peut pas lui demander de créer 4 lignes sans aucune faute d'orthographe, qui répondent à un thème, qui respectent une contrainte de rime. C'est très complexe. Donc, si à tout hasard, il y en aura des fautes d'orthographe, on oublie, on les voit pas, on ne fait qu'écouter. C'est le but du jeu, c'est celui-là. Les fautes d'orthographe, on les travaillera après. Et le dernier, qui est tout simple, c'est un jeu de memory. Donc tout le monde connaît le memory, donc associé 2 cartes identiques qui sont retournées. La particularité de ce jeu, en fait, c'est au moment où on va placer au moment où on va découvrir en fait les cartes, il va falloir raconter, il va falloir identifier la carte
en racontant une petite histoire ou alors simplement, par exemple, il va y avoir le voleur et la voleuse. Il y a un voleur dans l'histoire et une voleuse, un boulanger, une boulangère, parce que ça se passe dans une ville. Et si la carte du voleur, par exemple, est sur, quand on la dévoile, elle est à l'emplacement d'un transat, il faudrait dire ah, eh bien, c'est un voleur qui est très très fatigué parce qu'il a couru sur tous les toits et eh bien, il se repose sur son transat. Et on cache la carte si elle n'est pas associée à la voleuse. Et quand on trouvera la voleuse, soit on se souvient, on a déjà vu le voleur, et puis on peut utiliser ce qu'on sait du voleur, c'est-à-dire que, ah bah tiens, la voleuse attend le voleur qui est en train de se reposer sur son transat et elle trouve le temps long. Et on recache la voleuse. Et ce qui permet de se rappeler, en fait, où sont les cartes en fonction de l'illustration du plateau. Et on a quand même été aussi obligé de raconter une petite histoire qui va être aussi un ancrage de mémoire pour se souvenir de cet emplacement des personnages. Donc là encore, un jeu qui sollicite et qui stimule le vocabulaire, le langage, la communication, la mémoire, et toujours l'imaginaire et la créativité. Donc ça, ce sont voilà, 4 jeux de société, donc de 5 à 10 ans, enfin et plus, bien entendu, hein, à partir de 5-10 ans et plus, à partager en famille et qui sont vraiment de très très bons jeux pour travailler sans s'en rendre compte, quoi, pour stimuler et activer les neurones. L'autre partie, les autres choses concrètes, cette fois, pour travailler un peu plus l'écriture que je peux vous conseiller, alors il y en a beaucoup, hein, mais toujours dans l'idée de quelque chose de transversal, c'est-à-dire qu'on peut faire de manière complètement détachée d'un cahier de vacances ou d'un exercice imposé. Voilà 4 idées pour écrire. Alors, on peut commencer, si on le souhaite, si on a une idée pour les familles qui sont très bien organisées et qui savent par avance ce qu'elles vont faire, où elles vont, ce que l'enfant va faire pendant tout l'été. On peut l'associer, on peut lui demander de créer ce planning de vacances, alors soit sous la forme d'un calendrier, soit pour les plus jeunes, un très grand, une grande banderole que l'enfant pourra illustrer et où le temps sera plutôt fait de manière présenté de manière linéaire, ce qui est beaucoup plus simple à appréhender pour les plus jeunes, hein. Le temps est plus facile, la représentation du temps est plus facile à appréhender quand elle est de manière linéaire chez les plus jeunes enfants, et c'est plus tard qu'on met sous forme de tableau. Donc, expliquer et écrire ce qui va être fait durant les vacances. Cet exercice-là, il travaille aussi, c'est déjà, ça permet aussi de travailler tout ce qui est organisation, planification, qui sont des stratégies que l'on demande finalement à l'enfant tout le long de sa scolarité et hors de l'école aussi, quand il faut qu'il aille faire son activité extrascolaire de musique ou de sport. Il y a une organisation, il faut penser au matériel qu'on doit emporter. Si on déjeune à la cantine et qu'on va faire cette activité juste en sortant de l'école, le matin, il faut penser à prendre ces choses-là. Donc, le fait de créer ces plannings de vacances qui permettent de s'organiser sur au moins un mois, en plus de l'écriture, ça permet de travailler, de faire travailler aux enfants et d'entraîner le cerveau à une certaine méthode et une certaine organisation et planification des tâches. Le deuxième support qui peut être proposé,
c'est le fameux journal de vacances, donc sous différentes formes, que ce soit en termes de support ou de gestion. Soit, alors pour les plus petits, considérer qu'on va prendre chaque jour, un jour, on va prendre une page sur laquelle on va mettre un souvenir et en dessous de ce souvenir, on écrira un mot si les enfants sont tout petits ou une phrase. On peut faire plus complexe, c'est-à-dire dire on fait chaque semaine, on fait 2 pages avec 3 souvenirs et puis on écrit 4 lignes ou un petit texte. C'est quelque chose L'enfant est libre, on peut aussi ne rien imposer, juste dire tiens, pourquoi tu ne ferais pas un journal de vacances? Le principe étant de coller un souvenir, dessiner, l'illustrer de la manière que l'enfant souhaite et sur laquelle il est le plus à l'aise. Un enfant qui n'aimera pas dessiner, il peut très bien coller un ticket un billet d'entrée au musée. Pardon. Il peut coller une photo. Voilà, c'est libre. Mais le but est quand même d'expliquer, de laisser une trace écrite pour que ce souvenir reste. Et donc, ces sources, justement, c'est un élément déclencheur pour pouvoir écrire. C'est écrire avec du sens. La troisième chose, le troisième support, c'est le décliner l'herbier ou l'imagier. Alors, l'herbier, on ne fait pas tous des herbiers, on n'a pas tous la possibilité d'en faire, mais on peut très bien faire un imagier. La différence entre le journal de vacances et l'imagier, c'est que si l'enfant n'a pas envie ou tout simplement parce qu'il ne va pas avoir non plus tous les jours un souvenir, et, ils ne partent pas tous en vacances pendant 2 mois. L'imagier, ça peut être sur une thématique. Si tout d'un coup, il a été intéressé parce qu'il a vu, je ne sais pas moi, un dessin animé, un film, une série sur l'espace et qu'il se prend de curiosité pour ce domaine-là, il peut très bien créer, on peut l'aider à créer un imagier qui consistera à juste avoir comme trace écrite la légende en fait de l'image qu'il aura collée. L'herbier, évidemment, il y a aussi toute une... il faut attendre, il faut patienter que les plantes sèchent, mais il faut quand même, pendant ce temps-là, on peut très bien faire une recherche et écrire, préparer les pages avec le nom de la plante, où est-ce que je l'ai trouvée, à quoi ça sert. Et que ce soit dans un sens, que ce soit l'herbier ou l'imagier, encore une fois, ce que Stanislas Dehaene soulève, c'est que voilà, lorsqu'un enfant observe des plantes, il devient actif et apprend à regarder. Pour pouvoir décrire ou aller chercher sa plante, où on est obligé de regarder en détail et pas juste consommer l'image telle qu'elle nous apparaît. Et enfin, dernière piste, c'est non exhaustif, c'est loin d'être exhaustif, hein, mais dernière piste assez facile, la correspondance. Et je vous engage à ne pas faire barrage à la correspondance 2.0. C'est-à-dire que voilà, les enfants aujourd'hui, ce sont des enfants en 2022. On ne va pas pouvoir lutter contre ça. Nous-mêmes, on passe de moins en moins de temps avec un stylo et un papier. Et donc, imposer à l'enfant la correspondance épistolaire avec une lettre telle qu'on pouvait le faire avant. Alors oui, s'il le souhaite, hein, et si ça l'amuse, il y a des enfants qui adorent ça. Pour ceux pour qui c'est vraiment très, très difficile parce que pas à l'aise, parce que ça n'a pas de sens. Surtout, ne pas négliger et ne pas mettre de côté les mails, les SMS. Envoyer un mail, envoyer un SMS à ses grands-parents, ses copains, ses cousins, ça reste de l'écrit.
Alors, c'est peut-être pas manuscrit, c'est tapuscrit, mais ça reste de l'écriture. Ça reste du rédactionnel. Donc, la correspondance vraiment sous toutes ses formes. Et généralement, ils sont ravis, hein, de pouvoir continuer à communiquer avec les gens qui leur sont chers, quoi. Et surtout, vous verrez, si vous ne fermez pas les portes aux nouveaux biais de correspondance, vous pourrez avoir des surprises. Donc ça, ce sont les quatre idées concrètes qui peuvent avoir du sens pour l'enfant, que je vous propose de faire pour travailler l'écriture. Et évidemment, ce qui vient à l'idée de tout le monde, hein, pendant les vacances, je pense que tous les parents y ont pensé, lire, mais alors lire dans toutes les situations, tous les supports, dans n'importe quel endroit, finalement, dans toutes les situations, il y a une compétence de lecture, et elle ne s'arrête pas juste au roman. Tout se lit. Et surtout, il faut le montrer et le dire à l'enfant, lui dire ce que tu es en train de faire, c'est aussi de la lecture. Jeanne-Marie et Clémentine nous ont parlé de nombreuses activités et de sollicitations qu'on peut proposer aux enfants. Et on ne pourra pas forcément éviter un temps d'écran. Et Savio vient à ce moment-là offrir un temps d'écran de qualité qui permet de consolider et de réactiver tout en jouant. Je voudrais revenir sur les piliers de l'apprentissage développés par Stanislas Dehaene, qui sont l'attention. Pour qu'un enfant apprenne, il faut qu'il soit attentif, il faut que ça l'intéresse, il faut qu'il s'engage. Ça veut dire que s'il est passif, il ne retiendra rien. Il faut qu'on lui fasse un retour d'information sur ce qu'il fait. Et puis, il faut consolider, voir et revoir pour automatiser les connaissances. Alors, comment est-ce que Savio participe à ces piliers de l'apprentissage? Eh bien, l'attention. D'abord, l'attention, c'est un accueil illustré, ludique et personnel. Vous voyez, l'enfant, quand il arrive sur son compte Savio, il ne va pas arriver devant une liste d'exercices aux intitulés qu'il ne comprend pas, mais il va retrouver son petit personnage, il va retrouver une progression visible avec un départ, une arrivée et des paysages. C'est-à-dire que ce n'est pas des listes d'exercices qui n'en finissent jamais. On voit qu'il y a un début et une fin, et ça, c'est très encourageant pour l'enfant. Le pilier numéro 1, on continue avec l'attention. Savio va proposer différents types de supports de lecture, un peu comme dans la vraie vie. C'est-à-dire, on va avoir des recettes, des bricolages, des fiches sur les animaux, retrouve les mots de l'image. Enfin, on a essayé vraiment de varier tous les supports de lecture pour éviter la lassitude et la répétition au fur et à mesure du parcours. L'engagement, eh bien, l'enfant a un petit personnage, il doit gagner des pièces au fur et à mesure qu'il fait des exercices. Et puis, il gagne aussi des points qui lui permettent dans les plus belles progressions, d'être dans le tableau des plus belles progressions de la semaine ou même dans les meilleurs joueurs. Donc ça renforce de façon très douce. Évidemment, on a veillé à ce que ce soit une partie de jeu qui soit assez limitée, qui ne soit pas du tout addictive. Donc ça reste très bienveillant et très valorisant et donc vraiment très, très soft, mais motivant pour les enfants. Toujours dans l'engagement actif, eh bien, l'enfant, pour avancer dans le parcours, doit jouer. Chaque parcours comprend 5 paysages, comme ici l'Alsace, et dans chaque paysage, il y a une petite étape. Et dans chaque étape, il y a des défis pour chaque matière. Et l'enfant doit lui-même choisir ce qu'il va faire. Il doit être moteur. Alors, je suis passée à la consolidation, le 4e. Au fur et à mesure du jeu, et même dans les parties les plus ludiques, on travaille le vocabulaire et la description. C'est-à-dire que même quand on va jouer avec son personnage, on va avoir des descriptions précises des vêtements, des cheveux, du visage, des formes de nez.
Donc, on consolide, on répète, on revoit. Et dans chaque étape, donc c'est ce que je vous disais, il y a des défis de toutes les matières de l'étude de la langue, c'est-à-dire lecture, orthographe, grammaire, conjugaison, vocabulaire, et puis jouer avec les mots. Et ce sont donc des unités de révision qui sont courtes et alternées. On considère que pour faire un défi, ça dépend du niveau des enfants, mais il faut compter 10 à 15 minutes, ce qui fait vraiment de petites unités de révision. On fractionne les apprentissages et c'est très efficace. Donc, pour bien travailler la consolidation, eh bien, pour chaque notion, c'est-à-dire pour chaque défi, là on est dans un défi grammaire, et puis on va avoir une leçon animée qui va rappeler les essentiels, et puis des petits exercices d'application autocorrigés. Et là, le troisième pilier dont parle Stanislas Dehaene, qui est le retour d'information, eh bien, l'enfant va avoir une réponse immédiate à ce qu'il fait, et en plus, elle va être expliquée. Voilà, et encore une fois, il est beaucoup plus efficace de distribuer les apprentissages dans le temps plutôt que faire de longues séances, et pour ça, Savio est tout à fait adapté. Voilà, je voulais terminer sur cette présentation en vous disant que vous avez évidemment, quand vous créez un compte, vous avez une semaine gratuite pour bien essayer avec votre enfant. Si vous voulez renouveler votre semaine gratuite, vous pouvez toujours nous demander, on le fait avec grand plaisir. Et puis pour vous remercier d'avoir assisté à ce webinaire, eh bien, vous pouvez utiliser ce code été22 qui vous offre une réduction de 30% sur votre abonnement mensuel. Donc, vous pouvez avoir des tarifs réduits pour tout l'été et même continuer pendant l'année si vous voulez, puisque la réduction dure pendant 1 an. Une question, Savio s'adresse aux enfants de quel âge? Oui, tout à fait. Savio s'adresse aux enfants de 7 à 12 ans à partir du moment où ils savent, où ils savent un petit peu lire, c'est-à-dire où ils maîtrisent les bases de la lecture. Ensuite, le premier parcours qui couvre le programme CE1 de l'éducation nationale vient revoir la lecture des sons complexes, mais il faut quand même que les mécanismes de lecture soient acquis pour que les enfants puissent progresser en autonomie sur leur parcours. Ça, c'est un des atouts aussi, c'est que les enfants sont guidés, ils n'ont qu'à suivre leur parcours, et puis il y a des enregistrements audio qui les accompagnent, mais il faut quand même qu'ils sachent lire. Voilà, donc ça va de 7 à 12 ans, et la classe française n'est pas indiquée sur les parcours, afin de permettre à ceux qui sont par exemple bilingues de pouvoir réviser les bases qui sont enseignées dans une petite classe sans se sentir en retard. Alors, j'ai une question, peut-être que Clémentine et Jeanne-Marie vont pouvoir m'aider. Est-ce que cela peut aider un enfant de 13 ans, dysorthographique et dysgraphique? Sur l'âge, je réponds oui, sans aucune hésitation, puisque Savio reprend de façon très méthodique et très progressive absolument toutes les bases dont ils ont besoin pour après, que ce soit au collège et finalement au lycée. On s'appuie sur ce socle de connaissances essentielles qui sont contenues dans les programmes du primaire. Alors après, sur la dysorthographie, la dysgraphie, Jeanne-Marie ou Clémentine, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, sur la dysorthographie, l'enfant, je ne sais pas, là peut-être Clémentine pourra répondre sur le fait de est-ce que ça va l'aider ou pas. En tout cas, ça ne peut que le valoriser, c'est-à-dire que ça lui permettra de revoir des notions sans être justement gêné ou bloqué à cause de ces deux troubles, dans le sens où il n'y a pas déjà à écrire, et très peu de choses sont à écrire même avec le clavier, puisque évidemment, que ce soit, quel que soit l'outil qu'il utilise pour écrire, il sera gêné, mais il y a très peu de choses à écrire. Les propositions qui sont faites,
elles sont toutes, les audios sont là pour appuyer. Savio on a fait en sorte d'avoir quasiment l'intégralité des questions et des réponses et des mots difficiles sont en audio. L'enfant a la possibilité de l'entendre. Donc, pour faire le choix dans sa réponse, même s'il a un problème de distinction de son ou d'écriture, pardon, de graphème, pardon, pas de son, et d'écriture, il pourra, parce qu'il va l'entendre, savoir de quel mot il s'agit et faire son choix. Donc, ensuite, alors, il ne sera pas lésé. Maintenant, est-ce que ça peut l'aider? Je vais laisser répondre Clémentine. Moi, je pense qu'effectivement, Savio peut être vraiment un bon support, d'autant plus, effectivement, que ce que tu disais, donc, Jeanne-Marie, c'est que le fait qu'il ait l'audio, du coup, ça va aussi lui permettre de rendre ses fonctions exécutives plus disponibles pour exécuter les exercices, plutôt que de concentrer tous ses efforts et toute son attention à écrire et à maîtriser le geste de la graphie. Donc, je pense qu'effectivement, Savio vient tout à fait répondre à des enfants, des apprenants qui présentent différents troubles d'apprentissage tels que la dysorthographie, la dysgraphie, mais la dyslexie et troubles de l'attention également. Tout à fait, oui. Eh bien, j'espère que ça a répondu à votre question. Je vous remercie tous pour votre attention. Merci Clémentine, merci Jeanne-Marie. Merci à toi, Marianne. Merci. Et à la rentrée pour un prochain webinaire. Au revoir, bonne soirée. Au revoir, bonne soirée.